Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu exceptionnelle parce que j'ai un invité exceptionnel, la personne de Didier Helmstetter. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, c'est le créateur du potager du paresseux. Voilà, certains disent le pépé du potager du paresseux. Voilà, si vous le connaissez, Didier a une chaîne YouTube qui s'appelle 1067, je crois. Voilà, mon pseudo est dit 67, elle Voilà. s'appelle le potager du paresseux. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 10 méthodes possibles pour pailler son potager. Parce que vous savez que le paillage, c'est on va dire, quelque chose qui est très à la mode actuellement. On en parle beaucoup depuis quelques années. Il y a différentes façons de pailler son potager. Et Didier a, on va dire, inventé un mode de paillage. Je vais être honnête, je ne l'ai pas inventé, je l'ai réinventé. J'ai découvert après coup que certains pratiquaient ça aux États-Unis. Les Américains sont agaçants, ils font toujours les trucs avant nous. Voilà, alors aujourd'hui, on va faire une vidéo exceptionnelle parce que si vous connaissez Didier, vous savez qu'il a l'habitude de faire des vidéos très longues. Je crois que la Oui, dernière... mais toi tu parles lentement aussi, toi tu parles beaucoup trop vite. Moi je Alors, vais accélérer. Alors Didier parle d'habitude très lentement, moi je parle très vite, il fait des vidéos très longues, on va essayer de faire 10-15 minutes, on va essayer de faire le meilleur des deux mondes, et donc on va voir les 10 meilleures façons de pailler son potager. Alors je te propose de commencer tout de suite, on verra en un évidemment la méthode que recommande Didier, bon, pour pailler son potager il y a différentes solutions, il y a de la paille, il y a du compost, il y a du fumier, il y a de la feuille, il y a du bois, enfin, il y a différentes solutions, et donc on va essayer de voir ensemble les 10 méthodes, et puis tu vas me dire à chaque fois ce que tu en penses. Alors on a mis en position 10 le carton, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes recommandent de pailler le potager avec du carton, Oui. et toi tu considères que c'est pas terrible. Alors, il faut parfois regarder un peu plus loin que son potager. Le carton est une matière merveilleuse, elle se recycle pas à l'infini, mais de nombreuses fois. Et donc, quand on regarde au-delà de son potager, on se rend compte que si nous, on fait digérer le carton par notre potager, ailleurs, quelque part dans le monde, des gens vont abattre des arbres pour refaire du carton, alors qu'on pourrait en produire à partir de recyclage. Donc, pour des raisons éthiques, pour moi, le carton, je l'écarte totalement. Par ailleurs, c'est un matériau pauvre puisque dérivé du bois. Et Donc c'est par, principalement du carbone, de la cellulose. voilà, essentiellement de la cellulose, donc quelque chose qui nourrit mal le système. On aura l'occasion de reparler de nourriture d'un système vivant qui est un sol vivant. Et si vous le nourrissez mal, eh ben, ce système ne construira pas la fertilité de la même façon. D'accord, donc le carton, c'est mieux de le recycler si on a une solution de recyclage à proximité de chez soi. Alors si on le met à la poubelle ou si on le brûle, il vaut mieux le mettre quand même au potager. Alors on peut, je dis pas il vaut mieux, je dirais, toute matière organique, si on est logique, a vocation à être recyclée par le vivant. C'est ce qui se passe indépendamment des actions de l'homme. N'importe quoi, la pire saloperie sera recyclée par le vivant. Simplement, il faut savoir que du point de vue de quelqu'un qui veut cultiver des légumes, cela peut jouer des tours et quand on apporte des substances extrêmement pauvres, il faut savoir que le vivant a du mal, qu'on apporte peu d'éléments nutritifs pour ses légumes et que bah, le potager, il traîne des pieds, quoi. D'accord. Alors en position 9, on a mis les bâches. Alors il y a des tissus, des tissés, des choses comme ça. Toi tu considères que c'est pas terrible comme bâche? Alors, la couverture du sol, pour moi, a 5 ou 6 fonctions. Donc, en couvrant le sol, on protège le sol, on bloque la lumière pour éviter le développement des adventices, On nourrit le on sol? nourrit le sol et la bâche, pour moi, elle joue parfaitement son rôle à la fois de bloquer la Couverture. lumière, de couverture, de retenir de l'eau, Mais chose très importante quand c'est des bâches sombres, de réchauffement précoce au niveau du sol au printemps, elle nourrit pas. mais elle ne nourrit pas, donc ce n'est pas un système qui, pour moi, permet d'avoir un potager autonome par l'apport de matière qu'on va faire. Voilà, c'est déséquilibré quoi. Voilà. En 8, on a mis tout ce qui est copeaux de bois, sciure. Donc là, c'est toujours pareil, c'est uniquement un apport de carbone. C'est pas très équilibré. Voilà, c'est donc, dans notre jargon, on appelle ça des rapports C sur N. Donc, ce qui est le bois ou dérivé du bois, hormis le BRF, le bois raméal fragmenté, qui est tout à fait autre chose, c'est des C sur N de 200, 250, 300. Voilà, alors qu'on dit Donc, qu'il faut normalement du 15 pour avoir. 15, 20, 25, Voilà. Donc c'est 50, beaucoup ça trop passe riche en encore. carbone. Énormément trop riche et surtout trop pauvre en azote, ce qui va faire une chose très simple, c'est que les organismes vivants, pour construire leur biomasse, vont emprunter l'azote au sol. Vous mettez la couverture avant de mettre vos légumes, donc il y a quelqu'un qui a siphonné l'azote. Ce qu'on appelle la fin d'azote. Et c'est donc le phénomène de fin d'azote avec des Fin légumes. FAIM.
Exact. Jaunâtres, chétifs, qui poussent mal, qui n'ont pas de vigueur. C'est d'autant plus marqué qu'on est au début du lancement d'un potager. Le phénomène s'estompe au fur et à mesure qu'on accumule de la fertilité. Donc au bout de 6 ans, ce sera bien moins visible. Mais donc je crains que beaucoup de jardiniers se découragent avant en disant ton truc là ça marche absolument pas, donc, et ils repassent à l'engrais et au motoculteur. Voilà, donc pas mettre que du carbone, c'est pas bon. Donc ça c'était en 8. En 7 on a mis la paille. Alors c'est bizarre parce qu'on parle de paillage, donc on pense que le meilleur paillage c'est la paille, et toi tu penses que c'est pas si bien que ça la paille. Alors la paille est un matériau relativement pauvre en azote. Donc un C sur N, on va le situer de 80 à 120 en fonction de la nature de la paille. La paille, pour moi, donc elle nourrit, c'est moins pire que les sciures, bien sûr, mais c'est de loin pas nutritif pour une raison très simple. Réfléchis 2 secondes. Le blé, où est-ce qu'il a mis les meilleures des substances qu'il avait? Il l'a mis dans les grains. Blé. Bah oui. Ou un prédateur qui s'appelle l'homme a été piqué ça. Ouais. Et il reste dans la paille quoi, une tige creuse de fibres, donc avec très peu d'éléments nutritifs. Oui, d'ailleurs, dans ton bouquin, tu parles de sacs de courses. Quand on va faire ses courses, on a un sac plein de victuailles, on n'est pas intéressé par le sac, on est intéressé par ce qu'il y a dans le sac. Absolument. Donc là, la paille, c'est le sac, et le grain de blé, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Voilà. Et donc, on a un matériau pauvre. Par ailleurs, alors il a l'avantage par rapport au foin d'être relativement durable. C'est un matériau relativement grossier. Donc, en fait, pour une même épaisseur, il laisse passer davantage de lumière. Il couvre moins bien. Et dernier dernière chose qui me chiffonne, c'est que, sauf à utiliser de la paille bio, il y a des résidus de fongicides qui me posent... Enfin, c'est le dernier traitement que subit le blé. Les gens ne le savent pas nécessairement. C'est au moment de l'épiaison, pour lutter contre les champignons qui se développent sur l'épi. Et donc, on apporte une dose de fongicide dans son potager. Or, un de nos meilleurs amis du potager, ce sont les champignons. Alors en 6, on a mis les feuilles mortes. Alors les feuilles mortes, c'est aussi du carbone. Oui, alors carbone, feuilles mortes, en fait, il y a une très grande latitude entre des feuilles très tendres comme les tilleuls, etc. Voilà, donc ce serait à nuancer, mais c'est quand même savoir que l'arbre, avant de laisser tomber les feuilles, les a vidées de toutes les substances utiles, les sucres, les éléments minéraux. Donc en gros, il reste, c'est pas pour rien que c'est la couleur du carton, hein. Il faut réfléchir 2 secondes. Et c'est vidé, bourré de tanins, qui sont là aussi des molécules. Pour le châtaignier, le chêne, il y a beaucoup de tanins qui bloquent qui sont des déchets de l'arbre. On va dire. Alors dans les feuilles, on peut aussi parler des aiguilles de pin peut-être, parce que les aiguilles de pin c'est un genre de feuilles. Alors on dit souvent que c'est à déconseiller, tu en penses quoi? Oui, alors que chez moi en Gironde on a beaucoup d'aiguilles de pin, donc est-ce qu'on peut l'utiliser? Je mets un bémol. Tu n'as pas fait le même constat que moi, que sur Internet s'écrivent beaucoup de conneries. Ah bah ça c'est sûr. Et n'as-tu pas fait le constat que plus quelque chose est con, plus c'est liké? C'est possible aussi. J'espère que cette vidéo va pas avoir trop de likes alors. Et donc, écoute, j'ai fait un essai avec une couche épaisse comme ça d'aiguilles de pin pures. Et les légumes que j'ai plantés là-dedans ont très bien poussé. Bon, très bien. Donc en fait c'est peut-être pour les aiguilles fraîches, on va dire, mais quand elles sont sèches, a priori il n'y a pas trop de soucis. Oui et non, je pense que il y a une chose qui est vraie, qui est que le résineux, l'arbre quand il pousse, acidifie le sol. Ça s'explique par un phénomène d'absorption d'ion ammonium, donc une base, et donc le sol devient plus acide, et donc un résineux dans sa croissance acidifie le sol. L'aiguille de pin, à mon avis, sont une biomasse carbonée qui a le même défaut que les feuilles mortes. Comme moi j'en ai plein, je me l'utilise. Ah ben moi j'irai, alors soyez toujours prudents, tu connais peut-être pas l'intro de mes conférences, ne croyez surtout pas ce que je dis. D'accord. Essayez. Essayez et observez. Moi, pour retour d'expérience, j'ai fait de la culture de pommes de terre avec 20 cm d'aiguilles de pin cette année, et j'ai eu de très belles pommes de terre, donc pas de souci. En 5, on a mis la tonte de gazon. Alors on a tous des gazons, enfin on est nombreux à tondre notre gazon, donc plutôt que de le mettre en décharge comme beaucoup le font, il faut utiliser le gazon en paillage. C'est un paillage intéressant. Oui, alors les tontes fraîches de gazon qu'on tond régulièrement. Il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on met dans les tontes de gazon, parce que le tonte de gazon, c'est ce qui sort d'une machine qu'on appelle une tondeuse. Ça dépend ce qu'on tond. Donc, s'il s'agit de tonte fraîche, c'est
là, on tombe à l'excès inverse, C'est de l'azote. très riche en Jusqu'à présent, on azote. avait beaucoup de carbone et pas d'azote, et là on tombe dans le beaucoup d'azote et pas de carbone. Voilà. Et donc, on a un phénomène qui est que ce matériau-là, en plus, c'est humide, intéresse beaucoup les bactéries. Les bactéries ont cette capacité phénoménale de se multiplier à une vitesse incroyable, et donc, on a des tontes qui fermentent avec des risques d'échauffement et qui peuvent donc poser des problèmes aussi d'excès de richesse. Donc, les tontes en tant que telles, Plutôt séché alors. plutôt séchées, plutôt en couche fine, mais régulière. Pour colmate pas. Voilà, moi je le situe presque comme un cousin d'engrais azoté organique. Quand tu achètes du cendre desséché, Ouais. de la corne Sauf que c'est broyée, une action plus rapide que voilà. Ou alors en association avec certains des matériaux pauvres, et donc on en vient aux lasagnes, on en vient au compostage, on mélange des matériaux riches, des matériaux fibres pauvres. Du carbone et de l'azote. Voilà. Alors Et ça, pas pur. c'était en 5, c'était la tonte. En 4, on a mis le fumier. Alors le fumier, c'est pas vraiment un paillage, c'est on va dire plus un amendement, ça nourrit le sol. Mais on peut éventuellement, si on a du fumier à disposition, l'utiliser en paillage. Alors, si on a du fumier, et je ne voudrais Moi, par exemple, j'ai une voisine que je salue, bonjour, qui me propose du fumier à volonté, donc j'en utilise pas mal parce que j'en ai à volonté. Donc, je voudrais surtout pas être compris de travers. J'ai fait, j'ai écrit ce bouquin où je mets en avant le foin comme matériau. Je ne voudrais surtout pas créer une nouvelle mode qui serait aussi conne et aussi stupide que toutes les modes à la con que l'on voit sur Internet, et Dieu sait s'il y en a. Donc, ce qui est important, c'est de bien nourrir ton système Voilà, vivant. donc le fumier, parce que pour l'instant, ça position avec le fumier, ça a un intérêt nourrissant, couvrant, mais peut-être avec des développements d'adventices, parce que le fumier, voilà. Il est déjà plus ou moins décomposé, donc il faudrait distinguer fumier frais. Donc du fumier frais, par exemple, fumier de cheval frais, pour moi, est très voisin du foin. Ouais. Suivant la Ça quantité. chauffe un peu dans le frais. Alors, ça dépend essentiellement de la quantité de paille qui est mise. Parce que si ça a été C'est vrai que paillé, c'est des matériaux qui ne sont pas forcément toujours homogènes, il peut y avoir des différentes... ça dépend des conditions d'élevage, des moyens de l'éleveur, etc. Mais donc, je ne voudrais surtout pas que du fumier soit gaspillé au motif que ce con de Dide a parlé de phénoculture, de foin, etc. Ce serait l'inverse de ma pensée. Chez moi, donc, le plus simple est le foin, mais quand tu as du fumier parce que tu es éleveur ou parce que ta voisine est éleveuse, bien évidemment, tu vas l'utiliser. Simplement, je recommande de l'utiliser le plus jeune possible, le moins fermenté possible, en couverture, de façon à ce que l'énergie ne parte pas en fumée sur le tas de fumier, mais que cette énergie nourrisse tes organismes dans ton sol. Peut-être le couvrir un peu de paille pour éviter que les adventices poussent sur le fumier, non? Alors, quand vraiment le fumier, par exemple de cheval, tel qu'on le sort d'une écurie, tu le mets comme ça, oui, une bonne pluie par-dessus, tu vas être surpris. Le crottin de cheval va être délité par la pluie, va passer à travers, et tu auras un paillage. Je l'ai fait une année parce qu'on m'en a amené. Écoute, 3 semaines après, je pouvais m'asseoir dans cette paille, dans ce qui était du fumier. Donc le fumier c'était en 4, en 3 on a mis le compost. Alors le compost c'est pareil, c'est un amendement, ça amène beaucoup de matière organique, beaucoup d'engrais, beaucoup de nutriments. On peut faire juste un paillage de compost ou il faut aussi la recouvrir par quelque chose pour éviter... Donc pour moi, le principal inconvénient du compost, c'est d'être déjà décomposé. Donc, je n'ai rien contre le compost en tant que matériau. Je trouve dommage que chaque fois qu'on peut, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand on peut, on avait au départ, avant de composter, une matière organique nutritive, ce qui traîne là par terre, on a perdu certains avantages à on a perdu l'énergie avec laquelle on aurait pu nourrir des vers de terre, des organismes, des bactéries, des champignons, des colamboles, des cloportes, etc., qui construisaient la fertilité de notre sol, et on a donné ça à des branleurs dans un composteur qui ne foutent rien là-bas et qui ne ramènent rien. On ramène un déchet qui renferme encore de la fertilité, qui s'est concentré parce que du carbone est parti. On a perdu de l'énergie qu'on aurait pu avoir. On a perdu l'énergie. On a une partie des minéraux, je rajoute un point, peu de gens ne savent que le potassium est un élément qui ne rentre pas dans des molécules organiques et est lessivé dans un tas s'il n'est pas à l'abri de la pluie
Voilà, donc si on a mal exactement. composté, on va lessiver les nutriments. On a lessivé le potassium qui se trouve sous le tas de compost. Et chez toi, là où tu cultives des légumes, il manque. Ah oui. Le potassium, il faut le voir comme une tisane. Alors juste une précision, parce qu'on parle de compost et de fumier comme paillage, faut préciser que tout ce qui est matière organique, on l'enfouit jamais dans le sol. Hein, parce que si on enfouit la matière organique dans le sol, on la prive d'air. Et si on la prive d'air, eh ben, on empêche la décomposition. Donc Absolument. donc Règle c'est de pour ça qu'on vous dit que c'est un paillage, c'est pas vraiment un paillage, mais ça se met en couche supérieure pour bénéficier de l'aérobie, donc Voilà. de l'air Voilà. pour se On est décomposer. plus du côté nutrition des légumes, moins du côté que moi je recherche, nutrition des organismes vivants du sol qui constituent le moteur de la construction de la fertilité Voilà, parce de mon qu'il sol. y a deux écoles hein, dans l'agriculture. Il y a ceux qui nourrissent directement la plante, Mm. en mettant des engrais chimiques, en mettant des choses qui vont directement alimenter la plante. Et la solution la plus récente, on va dire plus écolo entre guillemets, c'est de nourrir le sol pour nourrir la faune du sol. Et cette faune du sol, grâce à ces excréments finalement, va nourrir les plantes de façon plus naturelle. Et là, Voilà, voilà. Et le compost, c'est un peu entre les deux. Pour moi, c'est une réflexion intéressante puisque c'est du recul par rapport à ce que j'appelle la nature ou le potager sous perfusion d'engrais, de pesticides de synthèse. Donc, c'est bien mieux, bien sûr, que ça. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Simplement, je pense qu'on est resté le cul entre deux chaises au milieu du gué parce que en balançant cette matière organique directement sur le sol, on aurait obtenu plus d'effets voilà, encore. c'est pas au top de ce qu'on aurait pu Voilà. explorer. Alors ça c'était en 3 le compost, en 2 c'est le BRF. Alors BRF ça veut dire bois raméal fragmenté, c'est-à-dire c'est l'extrémité des rameaux, des branches, des arbres, qui est en hiver, donc les feuilles sont tombées, les bourgeons se sont remplis de nutriments et Pas seulement les bourgeons. oui, si enfin, je peux- toutes les branches avec tout le cambium, Tout le toute la partie superficielle bois des vivant, branches, hein. voilà. Et en broyant cette partie-là, on récupère toute la richesse qu'on va Voilà. redonner au C'est sol. comment dire, c'est le pendant de ce que je disais tout à l'heure sur les feuilles mortes. À l'automne, l'arbre qui est un gripsou, hein, parce qu'il Il récupère tout. il Il récupère. balance les feuilles, il dit donnez-moi ce qu'il Voilà, il balance. Tu as parlé Le de déchet. sac de course, le sac de course, Il garde les courses. parce qu'il sait que le froid va le lui cramer, mais il récupère tout ce qu'il y avait d'utile, et tout ce qu'il y avait d'utile se trouve dans la partie qu'on appelle le bois vivant. Les extrémités des branches, Les rameaux, bois raméal. les rameaux, sont que du bois vivant. Et Voilà, donc tout est stocké là-dedans. Pour ceux qui broient eux-mêmes, en général, on prend des rameaux de moins de 5 cm Ouais. d'épaisseur pour avoir un minimum de carbone, puisque le carbone, c'est tout ce qui est au centre du bois, Ouais. des branches. Et la partie superficielle, c'est la partie la plus riche. Donc c'est pour ça qu'on se limite aux rameaux de Voilà. moins de 5 cm de diamètre. Donc, par exemple, ces frênes là qu'on voit pas à l'image, mais sont là pour être broyés sous forme de C'est des BRF. sources de BRF. Voilà. Alors, il y a autre avantage du BRF, c'est le côté développement de champignons. Voilà, donc c'est un coup de pouce aux champignons et donc moi j'oriente mon BRF vers les fruits rouges, partant du principe que ces fruits rouges sont dans leur héritage des plantes ce bois. de lisières humides, de forêts, et donc qu'elles doivent quelque part encore avoir dans leur outillage génétique un pied dans la forêt et un pied dans la clairière. Et donc, je pense que des couvertures plus riches, telles que celles qu'on a évoquées, le compost, le fumier ou le foin dont on va parler, seraient un peu trop riches et pourraient peut-être pas tant que ça leur convenir. D'accord. Et puis, autre inconvénient du BRF, c'est que c'est difficile d'en avoir beaucoup. Hein. Voilà. C'est, C'est même ça, si on connaît des gens, des paysagers, des gens comme ça, il faut pas récupérer n'importe quel bois fragmenté, parce que des fois on a des plaquettes, c'est-à-dire que du Absolument. carbone, et là ça n'a Voilà. aucun intérêt. Mais donc quand on arrive à récupérer du BRF, ou quand on le fait soi-même, on a du mal à en avoir des quantités astronomiques. Donc c'est bien, c'est pour les fruits rouges, pour des choses comme ça, mais c'est pour faire ça sur 100 mètres carrés de potager. Alors numéro 1, évidemment, hein, Chez moi, Didier, ça s'impose. Didier, c'est le roi du foin, donc c'est le foin en numéro 1. Alors pourquoi tu as créé le mot de phénoculture. Alors phéno en référence au foin, mais pH en référence au côté phénoménal. Alors pourquoi est-ce que le foin est pour toi le top du top? Parce que donc à l'entrée, tu as vu un petit panneau qui s'appelle le potager du paresseux. Ouais. Donc mon ambition ultime jusqu'à la fin de mes jours, c'est de produire beaucoup de légumes en faisant le moins possible. Donc Ouais, tant qu'à faire. je passe tout le temps mon temps à dire est-ce que ça il faut le faire ou est-ce que je peux y échapper? Et donc j'ai bien compris ces mécanismes du vivant qu'on n'a même pas évoqués là, qu'on a juste survolé. On améliorera tout après. Ceux qui veulent plus de détails, ils pourront Voilà, le lire dans le livre. c'est développé là-dedans. Et donc, je suis arrivé à la conclusion qu'il faut que je nourrisse bien
ceux qui travaillent pour moi, puisque moi, je veux rien foutre dans mon transat. Bon, là, on a une mauvaise chaise, panne de transat, mais... et donc... Tu préfères nourrir les ouvriers pour que les ouvriers bossent pour toi. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais comment simplement nourrir les ouvriers? Eh bien, il y a un matériau qui a un C sur N équilibré, 15, 25, 20, ouais. pas 25, qui renferme aussi tous les éléments nutritifs que l'herbe a prélevés dans la prairie où il a poussé. C'est tellement nutritif. Quand on récolte le foin, il y a toute la bâche. Il y a tout. C'est pas juste une partie, c'est pas juste l'écorce, c'est l'ensemble de la plante. Mais oui, mais n'importe quel âne, il le sait. Eh oui. Mais un âne devant un tas de foin et un tas de paille à côté ou un tas de carton, il va aller sur le foin. Va aller sur le foin. Bah, donc si un âne le sait, comment se fait-il que les agronomes ne le savent pas? Oui. Les agronomes, c'est comme les médecins, il y en a des bons et il y en a des moins bons. et donc, le foin est pour moi la solution facile parce que je le reçois livré en rouleau et donc j'ai un seul grand travail à faire dans la saison, c'est de dérouler une épaisse couche de foin et à partir de là, je réunis tout ce que j'attends de cette couverture. Elle me bloque la lumière, pas d'adventice, elle me maintient l'eau, pas de problème, elle protège contre le choc des gouttes de pluie, donc j'ai pas de croûte qui se forme. Je nourris parfaitement, il va se décomposer donc en minéralisé. Progressivement, il va se minéraliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matière organique qui renferme du phosphore, du soufre, du magnésium, etc., redevient minéral et devient donc le fertilisant pour mes légumes. Il va même, comme il renferme aussi des fibres, subir le processus d'humification et produire donc sur le long terme ce qu'on appelle les substances humiques, parfois appelées humus ou humus stable, qui participent, c'est ces fameuses glues du sol, qui participent à la construction du sol, à la rétention des éléments minéraux, à la rétention de l'eau, etc. Donc j'ai trouvé un matériau qu'en un coup de fourche idéal, on va dire. Idéal. Alors il y a quand même des petites nuances. On peut, alors ceux qui ont testé la solution disent que parfois ça leur amène plus de rongeurs parce que les rongeurs peuvent se planquer sous le foin. C'est vrai pour la majorité des autres couverts. D'autres disent que ça peut amener beaucoup de limaces parce que c'est vrai que pour les limaces c'est aussi un abri idéal. Rebelote, même chose pour tous les couvertures de matière organique. Hein. Mais disons que le rapport bénéfice-risque, c'est comme dans tout soin qu'on peut apporter à un organisme vivant, il y a toujours un rapport bénéfice-risque. Est-ce que les avantages qu'on obtient sont plus importants que les risques potentiels? Et là, on se rend compte qu'on a de la nourriture, de la couverture de sol, enfin tout un tas d'avantages, avec les inconvénients, effectivement. Quelques inconvénients. Et donc, les limaces, je ne suis pas sûr que j'en ai plus que si je travaillais avec une autre forme, on va dire, de couverture de sol. Par contre, ce que je sais, c'est que ne faisant plus rien, parce qu'il faut bien voir que les légumes qu'on voit peut-être mal là, mais tout ça a été planté, en partie cette année, malgré la sécheresse, jamais arrosé. Les tomates là ont été arrosées. Mais il faut préciser aussi que tu as une terre de prairie initiale qui n'est pas mauvaise. J'ai... Comparé par exemple à mon sable. Ah bah oui, oui. Donc effectivement, à resituer dans une des dernières vidéos que j'ai faites sur cette question de canicule sécheresse, je précise bien que j'ai un sol qui a naturellement ce qui s'appelle la réserve utile, donc qui se mesure d'une centaine de litres par mètre carré. Donc à la sortie de l'hiver, j'ai un stock d'eau dans mon sol parce qu'il est tout simplement argilo-limoneux. Voilà. Et donc ça, c'est une donnée naturelle. Donc si on a un sol à peu près correct et qu'on ne veut pas trop se fatiguer, on achète une... Alors les bottes de foin, c'est pas les rouleaux, les boules de foin, ouais. Ça pèse environ 200 kg. Donc 200-250 kg. Ça vaut quoi à l'achat? Donc moi, je les ai à 50 €. 50 €. Et donc avec une botte, une boule à 50 €, on couvre environ 75 mètres carrés. 75 mètres carrés, ça dépend, peut être plus ou moins chiche. Donc pour quelqu'un qui a un potager de, allez, on va dire 150 mètres carrés, rouleaux. Pour 2 rouleaux, donc pour 100 €, il le met une fois en hiver, entre novembre et janvier. Ouais. Il fait des petits sillons pour essayer de planter ses semis, ses plants, etc. Voilà. Et ça s'arrête là. Après, il faut irriguer, tu irrigues évidemment. Donc si, suivant le climat, donc nous sommes très inégaux du point de vue de la météo, nous sommes très inégaux du point de vue de la réserve utile en eau du sol. Hein. Il faut savoir que ça varie entre celui qui a le pire sol, c'est pas toi, il peut y avoir pire,
et celui qui a le meilleur, comme moi, ça peut varier d'un facteur de 1 à 10. Ah oui. Donc nous sommes sacrément inégaux et donc difficile de donner une recette. Donc disons que le paillage, ça permet simplement d'arroser moins, puisque D'éviter, le sol limiter transpire moins, voilà, l'évaporation. Et donc c'est la solution que tu recommandes, le foin, en meilleure solution de paillage. Ah ben je serais totalement schizophrène si je ne le recommandais pas, parce que donc bah, tu le vois, il y a des légumes, il y a des choses qui sont ratées. Hein, Alors vous ne voyez pas, je vous montre peut-être des images, mais il y a 900 mètres carrés de potager ici, il y a de très beaux choux, il y a de très belles tomates. C'est un beau potager, juste avec cette méthode du 900 foin. mètres carrés par une personne donc cardiaque sévère, Ouais. hein, Qui passe du temps dans son transat. et qui passe du temps dans son transat, qui en passe à écrire des livres, qui en passe à faire des conférences. Donc je suis rarement fait de mon potager et comme tu sais, Laurence, mon épouse, travaille à plein temps, quoi. C'est vrai donc, que Didier aime beaucoup parler de Laurence, qui est une femme charmante, je vais en voir tout à l'heure, et il a bien raison d'en parler. Voilà, on va essayer de faire court. Combien de temps on a fait? On a fait 25 minutes, on avait dit 10-15, on a fait 25 minutes. donc quand t'es même. contaminé quand même. Hein. Ah, tu vois, on a quand même débordé un petit peu. En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus, je peux que recommander le potager du paresseux aux éditions Tana, pardon, Didier Helmstetter. Didier, je te remercie. Je mettrai un petit lien pour le livre pour ceux qui veulent le commander en direct, comme ça sera tout fait. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, bah, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça fait du bien à la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, Didier, alors soit vous allez les poser sur la chaîne de Didier, parce que Didier a une chaîne, je mettrai le lien aussi dans la vidéo, soit vous les posez juste en dessous pour discuter un peu de ces différentes méthodes de paillage. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. Didier, merci beaucoup. Allez, ciao. Bye bye et à bientôt. Bye.